Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour et bonsoir. Ici Georges Goma pour TLR TV. Nous sommes très enchantés de vous avoir très nombreux à cette émission. Nous allons parler de l'économie du Congo. Et s'il fallait qu'on pose une question pour essayer de bien élaborer la discussion qu'on va avoir avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques temps, on se poserait la question de savoir, mais pourquoi la politique économique du Congo-Brazzaville ne marche-t-elle pas? Et que faire pour y remédier? Et comme vous savez très bien que nous apportons beaucoup de la réflexion ici, une réflexion qui parfois est une réflexion académique, pour laquelle nous nous efforçons quand même à ramener un peu le degré de compréhension au niveau basique, on pourrait dire ceci. Pourquoi les fondements macroéconomiques du Congo-Brazzaville sont mauvais? Et la deuxième clause, c'est toujours comment faire pour y remédier. Alors, pour parler de cela, nous avons un invité, et pas des moindres. Nous avons Monsieur Jess Diamungwansi, qui est sur le plateau. Jess est économiste. Il est économiste, mais il est également un grand cadre dans une grande banque de la place de Paris. Et Monsieur Jess est également un activiste politique. Donc, à partir du combat que les Congolais mènent pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Congo-Brazzaville, M. Jess Diamungwasi est parmi ces gens-là. Donc, il connaît très bien la problématique économique du Congo-Brazzaville. Alors, nous allons aborder tour à tour avec M. Jess Diamungwasi la stagnation de l'économie congolaise. Nous allons parler également de la lancinante question de la dette du Congo, dont tous les Congolais savent très bien que de l'avis des institutions internationales, elle est insupportable, c'est-à-dire qu'elle a dépassé les limites du tolérable. Ensuite, nous avons parlé aussi de la pression fiscale. La pression fiscale, vous savez, pour attirer les entrepreneurs, les investisseurs, il faut que la pression fiscale soit normale, soit supportable. Nous allons également parler des rapports du Congo avec le Fonds monétaire international. Vous savez également qu'à ce niveau-là, les relations avec le Congo-Brazzaville en particulier sont très, très, très difficiles. Il y a eu des missions, beaucoup de missions du Fonds monétaire international à Brazzaville. Il y a eu les fameuses 48 mesures du Fonds monétaire international que le Congo n'arrive pas, n'est-ce pas, à respecter alors qu'ils ont signé les accords de commun accord. Et nous allons parler aussi avec M. Jess Diamungwasi le faible tissu industriel au Congo-Brazzaville. Vous savez très bien que le développement économique est consubstantiel quand même du tissu industriel. Et qu'au Congo-Brazzaville, les industries qui ont été laissées par Massamba Deba, que tout le monde sait, ont été détruites par M. Denis Sassou Nguesso. On va revenir là-dessus et nous dira son point de vue. Et vous savez également que perspective et prospective, le Congo, la Renaissance, c'est la force de proposition. C'est-à-dire que M. Jess Diamungwasi ne fera pas que faire cet état des lieux, il va proposer. C'est-à-dire que si tout ceci est disqualifié, qu'est-ce qu'il envisage pour demain? Puisque nous sommes quand même dans une période où nous devons préparer l'après Denis Sassou Nguesso qui sera inéluctable, quelles que soient les conditions. Et puis, ben voilà, et M. Jess, enfin, nous parlera aussi d'un concept qui est une politique de contenu local. Il nous dira clairement ce que c'est que cette politique de contenu local. Bonjour, Monsieur Jess Diamungwasi. Bonjour, mon cher Georges Goma. C'est vraiment un honneur pour moi d'être invité à cette grande émission. Allons directement à notre sujet. De l'avis de tout le monde, l'économie congolaise est en crise. Il faut dire aussi que le Congo, c'est un producteur de pétrole. Ce n'est pas un pays pauvre. Le troisième producteur de pétrole en Afrique noire et le sixième en Afrique d'une manière globale. Et le pétrole se produit au Congo depuis pratiquement les années 50, 60, 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment peut-on expliquer qu'un pays richement doté comme le Congo-Brazzaville, avec à peine 5 millions d'habitants seulement, avec 70 000 fonctionnaires seulement qu'on n'arrive pas à payer, et que ces fondamentaux de l'économie soient dans cet état?
stagne de cette manière-là. Qu'est-ce que vous apportez comme explication aux Congolais qui nous écoutent en ce moment, Monsieur Jess Diamongwassi? Merci beaucoup, mon cher Georges Goma. Alors, c'est tout un vaste programme, mais je vais essayer d'être clair pour comprendre un peu la situation congolaise. Je veux partir d'une métaphore, en fait, des malades et des médecins. Hein? Pourquoi le Congo est malade et pourquoi le médecin n'arrive pas à le soigner. Donc, en prenant toujours cette métaphore, je prends le fait que le Congo est malade et les médecins sont mauvais. Alors, j'explique en termes économiques, ça veut dire quoi? Le Congo souffre de ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Ça veut dire quoi? C'est un syndrome qui a été constaté donc, en Hollande au début des années 70, quand ils ont découvert le pétrole en mer du Nord. Donc, il y a beaucoup de ressources financières qui sont rentrées dans le pays et des secteurs entiers de l'économie ont été abandonnés. Ces secteurs se sont appauvris. Donc, l'économie, de façon globale, s'est appauvrie. Alors, comment ils ont fait pour remédier justement à cette situation, trouver une solution à cette situation? Ils ont tout fait pour chercher à diversifier l'économie. Donc, malheureusement, dans notre pays, effectivement, avec l'entrée massive des capitaux, on a vu que quand on était jeunes, on nous parlait toujours de l'agriculture, priorité des priorités. Donc, des secteurs importants ont été abandonnés, comme l'agriculture et d'autres, pour ne se concentrer qu'au pétrole, qui est donc, finalement, le Congo est devenu ce qu'on appelle une monoculture. Alors, ajouté à cela, effectivement, ces recettes pétrolières ont été mal gérées parce qu'on sait bien qu'elles ont été siphonnées par l'oligarchie, donc les oligarques. Au lieu que les recettes pétrolières bénéficient à la population, non, elles ont beaucoup plus bénéficié aux dirigeants qui sont au sommet de l'État et qui sont proches du pouvoir. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés avec un pays qui s'enrichissait, mais avec une population pauvre, un véritable paradoxe. Et vous savez bien que dans les années 2010-2015, on nous a chanté, on nous a parlé des taux de croissance à 2 chiffres, etc., etc. Finalement, le taux de croissance du PIB, dans le cadre de nos pays, à nous, les pays sous-développés, ce taux de croissance a toujours été un indicateur mystificateur. Vous avez évoqué le syndrome hollandais, là, hein, c'est-à-dire qu'eux aussi, en Amérique du Nord, il est arrivé un moment où ils ont découvert beaucoup de pétrole, et puis, ben voilà, ils ont délaissé des secteurs. Mais j'ai bien peur que quand vous le dites, là, quand on regarde un peu la situation du Congo-Brazzaville, que vous leur trouvez un peu des circonstances atténuantes ou une petite excuse en disant que voilà, en Hollande, ils ont vécu comme ça aussi et que peut-être au Congo, ils viendraient aussi à prendre conscience de cela pour suivre la Hollande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez évoqué la question, la croissance. Hein. On sait très bien que dans la science économique ou dans la pratique de l'économie, la croissance, c'est un élément très important. Il y a la croissance par la consommation et puis il y a la croissance aussi par des investissements ou des choses comme ça. Alors, vous dites qu'à un certain moment, il y a eu la croissance à 2 chiffres. Je me rappelle encore que Chirac est venu au Congo-Brazzaville et s'est orgueilli, il était très content avec M. Denis Sassou Nguesso pour dire que la croissance était à 2 chiffres. Donc, tout le monde était content. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la population quand on voit que concrètement dans leur vie de tous les jours, rien ne change, bien au contraire, ça descend? Je vais d'abord commencer par l'explication du phénomène de tout à l'heure, donc du syndrome hollandais. Ce n'est pas une excuse, mais en fait, c'est pour faire une analyse non seulement objective, mais honnête. Vous savez que, en règle générale, on peut avoir des intellectuels qui sont honnêtes, mais pas du tout objectifs. Mais là, c'est pour faire une analyse objective et plutôt qui est basée sur une honnêteté intellectuelle. De dire qu'effectivement, quand vous avez un pays qui s'enrichit de cette manière, le risque est là. Il y a un risque que des secteurs entiers de l'économie soient abandonnés. Quitte aux gouvernants d'en tenir compte et de diversifier tout de suite l'économie pour investir, pour qu'il y ait une redistribution de la richesse au niveau de tout le pays. Voilà.
Donc, en commençant, je vais déjà Et- vous préciser que aucun pays au monde ne peut se développer avec une population pauvre. Donc, tout ça, c'est l'État. C'est l'État qui doit en tenir compte. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie la demande intérieure. Il faut d'abord que les consommateurs aient du pouvoir d'achat pour que l'économie soit performante. Donc, pour ça, on va redistribuer les ressources, effectivement, qui rentrent de façon massive, mais pas des canaux économiques que l'on connaît. Hein? C'est-à-dire qu'on encourage les petites moyennes entreprises, etc., etc. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour le Congo. Donc, ces secteurs entiers ont été abandonnés pour ne se consacrer plutôt qu'au pétrole. Et on a vu que l'économie globale s'est appauvrie en dépit du fait qu'on avait une croissance à 2 chiffres. Voilà, donc ce paradoxe aussi, je vais l'expliquer pourquoi le pays s'enrichit et les populations sont pauvres. En fait, c'est cela. C'est-à-dire que la croissance du PIB, le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est un indicateur économique qui mesure l'activité économique d'un pays. Oui. Hein, ça dit que la création de la valeur ajoutée, somme de création de valeur ajoutée dans un pays au cours d'une année. On voit si le pays s'est enrichi ou pas. Or, ce PIB du Congo a été boosté uniquement par la rente pétrolière. Voilà. Or, la rente pétrolière ne génère pas un PIB, une croissance inclusive. Une croissance inclusive, ça veut dire que c'est une croissance qui bénéficie à tout le monde. Okay. Pour qu'on ait une croissance inclusive, il faut la croissance soit saine. Ça veut dire issue des dynamiques entrepreneuriales endogènes. En termes clairs, il faut que les petites et moyennes entreprises du pays c'est elles qui créent des emplois. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent des emplois et ce sont ces petites et moyennes entreprises qui génèrent de la croissance saine et inclusive. Parce que quand une petite et moyenne entreprise est performante, tout de suite, on embauche. Tout de suite, on redistribue du pouvoir d'achat à la population. Tout de suite, la population consomme et tout de suite, l'économie est dynamique. Si je vous suis très bien, M. Jess Diamongwansi, vous êtes en train de dire qu'au fond, l'économie du Congo fonctionne de cette manière-ci. Une économie de rente, finalement. C'est-à-dire que la rente pétrolière vous tombe sur la tête et c'est produit par d'autres acteurs, opérateurs économiques qui ont les yeux rivés sur leur propre réalité économique ailleurs. Et donc, vous êtes là les bras croisés et la rente vous tombe sur la tête et qu'il n'y a pas une dynamique économique où il y a les petites et moyennes entreprises qui se boxent sur le marché avec toute cette dynamique économique pour créer de la richesse. Et que parfois, quand il y a des entreprises qui apparaissent, ces entreprises-là, parfois, on ne sait pas où est-ce qu'il a eu l'argent, et puis il devient entrepreneur, il devient un opérateur sans avoir appris vraiment le b.a.-ba de l'entreprise. Est-ce qu'on peut extrapoler de cette manière-là? Oui, mais tout à fait. En fait, pour créer une entreprise, vous voyez bien, les opérateurs économiques, c'est toute une histoire, c'est tout un projet. Alors que chez nous, la plupart des opérateurs économiques, ils sont enrichis, par exemple, à travers les fameuses municipalisations accélérées, n'avaient pas de projets solides. C'est les oligarques du pouvoir qui en ont profité pour s'en mettre plein les poches. Donc, ils n'attendent même pas un retour sur l'investissement, qui est l'élément important de l'investisseur. Eux, ils savent que ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des crédits qu'ils ont pris à la banque, c'est de l'argent du Congo. Donc, finalement, ils n'ont de compte à rendre à personne parce qu'ils savent que l'impunité est érigée en programme économique, excuse-moi le terme, par ce gouvernement. L'impunité au sommet de l'État, c'est le programme économique de ce gouvernement. Donc, les oligarques savent qu'ils peuvent signer des contrats avec l'État congolais, qu'ils fassent leur part de contrat ou pas, ils ne seront pas inquiétés. On en est là. Donc, c'est tous ces éléments mis bout à bout qui font que finalement, le Congo est dans une espèce de... Il y a un boulet qui ne peut pas lui permettre d'accès à un véritable développement.
pour passer à l'autre thématique de notre discussion, c'est-à-dire la dette, qui est en lien d'abord avec ce que nous sommes en train de dire là, je voudrais quand même vous rappeler, Monsieur Jess Yamungwasi, que le Congo-Brazzaville, jusqu'à une période assez, plus ou moins récente, était un pays socialiste, clairement affiché comme pays socialiste, et que l'entreprise était mal vue sur la base de l'idéologie qui était la nôtre, c'est-à-dire que finalement, toute la dynamique économique au Congo semblait être autour, n'est-ce pas, du fonctionnariat. Et qu'au moment où on ouvre le pays au libéralisme avec la chute du mur de Berlin, il y a une expérience qui est presque brisée dans l'œuf, comme ça, là, où on pouvait peut-être former les entrepreneurs, l'économie libérale en tant que telle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut expliquer aujourd'hui qui a des origines un peu dans ce raté-là, ce raté de l'ouverture à la démocratie et au libéralisme, et où on n'a pas pu former vraiment des cadres, des opérateurs économiques qui feraient fonctionner cette dynamique économique? Malheureusement, l'histoire nous démontre que ce sont les pays, les anciens pays socialistes qui, en allant vers le système capitaliste, ont cette souplesse d'adaptation. S'adaptent très vite. Vous verrez bien ce qui se passe au Bénin. Le Bénin aussi, c'est un pays socialiste ou Oui. voilà, socialiste comme le nôtre. Mais c'est à l'État de mettre en place un environnement propice à l'investissement. C'est à l'État de donner les moyens, c'est à l'État de faire de telle sorte que les gens viennent investir. Effectivement, il y aurait peut-être un petit souci au niveau des capitaines d'industrie, mais les capitaines d'industrie, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet personnel pour investir. On ne vient pas investir pour le plaisir de qui que ce soit parce qu'on a un projet. On sait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va avoir un retour sur investissement. Mais l'environnement ne sied pas au Congo. Nous avons encore des lourdeurs administratives qu'on démontrera peut-être dans la partie suivante qui font que finalement, les bons investisseurs ne viennent pas. Alors, on va passer donc au deuxième grand sujet de notre causerie. C'est cette question de la dette. Alors, la dette, à entendre les grandes institutions financières au niveau international, la dette du Congo est insoutenable. On nous a donné des chiffres, notamment le FMI, 120% du PIB que vous venez de dire que c'était un indicateur économique de grande importance qui cristallise, n'est-ce pas, toute la production entrepreneuriale d'un pays. Donc, la richesse du pays se mesure à partir du PIB. Alors, 120% de dette par rapport à ce PIB, mais ça a coupé le souffle là quand même avec un petit pays, je l'ai dit au départ, à peine 70 000 fonctionnaires qui ne sont même pas payés régulièrement. Mais où passe l'argent du Congo? Comment expliquer une telle dette là? Est-ce que, faites en même temps, je vous donne l'élément et vous allez voir comment vous allez intégrer tout ça. Mettez en perspective cette dette avec les générations futures également, parce qu'on a comme l'impression que, voilà, les gens prennent des libertés, de la responsabilité ou de l'irresponsabilité aujourd'hui, à entraîner le pays dans la dette, et puis qui ne se soucient pas des personnes sur qui ils veulent laisser cette dette-là, qui ne la connaissent ni d'Adam ni d'Ève. En fait, à propos de la dette en général, et la dette du Congo en particulier, il va falloir quand même donner certaines précisions. OK. Qu'il y a au monde 2 sortes de dettes. Il y a une dette, ce que moi j'appellerais la dette toxique, okay, appauvrissante, comme la dette du Congo qui sert à boucher les trous et à résorber les déséquilibres. Ça, c'est une dette, une mauvaise dette. Mais il y a une dette vertueuse qui sert à créer les emplois et à stimuler la croissance du PIB. Voilà, il y a des pays qui, en période de difficulté, s'endettent effectivement pour créer des emplois et pour donner, comment dirais-je, un peu aider la croissance donc, du PIB. Pour prendre un exemple, je vais vous dire que le Japon, pendant longtemps la 2e puissance économique mondiale, le taux d'endettement du Japon par rapport au PIB est de 240%.
Ah, Je le dis, hein, peu de personnes le savent. 240% du PIB, hein? Le taux du PIB, le taux Au Japon, ça c'est le Japon. le Japon qui Et était qui se vraiment comporte bien, et qui se comporte qui se correctement. porte, qui est une économie puissante. Je vais vous expliquer pourquoi. Et nous avons à côté l'Argentine qui a un taux d'endettement du pays par rapport au PIB de 10%, qui est une économie qui va mal. Ah, Voilà. Donc, en fait, en gros, ce n'est pas la dette en soi qui pose problème, mais la qualité de la dette. ok, Alors, très bien. pourquoi j'ai envie de dire la dette du Japon, elle est vertueuse? Parce que pour diverses raisons. D'abord, la dette japonaise appartient essentiellement aux entreprises, aux banques japonaises. Il n'y a que 6% de la dette japonaise qui appartient aux capitaux étrangers. Que 6%. Ce qui fait que le Japon ne peut jamais être attaqué sur le marché. Sur le marché. Voilà. Par contre, quand on prend un pays comme la France, la dette de la France appartient aux capitaux étrangers à hauteur de 60%. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, vous avez vu qu'à un moment donné, ils étaient obligés de racheter beaucoup d'euros pour pas que l'économie, les finances françaises périclitent. Parce que la France était attaquée. Donc le Japon est à l'abri de tout ça. Parce que ce sont des capitaux japonais, essentiellement japonais. Et d'abord, pourquoi on arrive à ce taux-là? Parce que le Japon arrive à financer son économie par les emprunts obligataires. Ils émettent les emprunts obligataires avec un taux d'intérêt négatif, ce qui fait que ça vient booster l'économie japonaise. Alors que vous êtes probablement au courant, il y a peut-être, je crois, 1 an, on a parlé des emprunts obligataires au Congo. Avec un Absolument, absolument, oui. Il voulait faire un emprunt, à l'extérieur. Tout à fait, de 6%. Ça veut dire que c'est l'État qui va s'appauvrir en payant ses taux d'intérêt. Ce n'est pas le cas pour le Japon. Le Japon émet les emprunts obligataires pour financer d'une certaine façon son économie. Donc, en conclusion, pour revenir sur la dette, le problème du Congo, c'est... Mais avant de revenir sur la dette, monsieur Jess Diamogwassi, retenez votre idée. Je voudrais 2 petites réactions là. Est-ce que finalement, quand un pays a une dette extérieure qui est toxique, hein, est-ce que quelque part, il laisse un peu les plumes sur le plan de la légitimité? Parce que quand je vois le cas du Congo-Brazzaville avec Odjedj qui est saisi par-ci et par-là, en fait, des éléments appartenant à la richesse du Congo, est-ce que c'est pas quelque part le Congo ne souffre pas de la perte de sa légitimité sur ses valeurs économiques? Ça, c'est un fait. Et puis l'autre fait aussi, on a souvent parlé à une époque, c'était à la mode, les fonds vautours. Les fonds vautours, le Congo aussi avait une affaire avec cette histoire de fonds vautours, c'est-à-dire qu'il aura emprunté beaucoup d'argent peut-être à des entreprises étrangères ou bien à des financeurs étrangers et qu'à un certain moment, ces gens-là veulent récupérer leur dû et traquent, n'est-ce pas, toutes les obligations du Congo qu'ils peuvent trouver ailleurs. En fait, les fonds vautours, je vais vous expliquer rapidement. Hein, oui. C'est simplement quand vous avez une dette importante, les gens peuvent se permettre de racheter votre dette. Par exemple, le Congo est très endetté. Ces organismes peuvent racheter la dette congolaise. Racheter la dette. On sait que le Congo, c'est un pays pétrolier. Quand on va découvrir d'autres pays, ou quand les recettes du Congo vont augmenter, les gens vont présenter cette dette-là rachetée avec des taux de peut-être plus de 100%, ou je ne sais pas, 50%. Voilà. Tu rachètes. C'est comme les gens qui sont très endettés. Ici, les gens on va racheter donc ces crédits. Donc, c'est cela. Donc, eux, ils rachètent la partie de la dette congolaise pendant que le Congo est pauvre. Et quand ils savent que le Congo est en train de s'enrichir, ils vont venir pour prendre cette dette avec des taux d'intérêt. Donc, tout, c'est l'État qui perd. Voilà. Maintenant, les négociations du Congo avec la Chine et autres, c'est pour que la dette du Congo soit soutenable. Une dette soutenable, ça veut dire quoi? Que vous avez des mensualités qui vous permettent de rembourser votre dette
mais en ayant quand même une marge de manœuvre qui vous permet de vivre. Je vais prendre la métaphore d'un chef de famille à qui on réclame 80% de rembourser la dette à hauteur de 80% de ses revenus. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc, ce chef de famille va négocier de telle sorte de ramener le taux de remboursement le plus minimum possible pour consacrer le reste donc, à l'éducation des enfants, à la santé, etc. etc. Donc, c'est cela. Et quand vous rendez votre dette soutenable, vous devenez crédible auprès des institutions financières internationales. Donc, vous êtes capable de rembourser. Vous êtes crédible. C'est cela. En passant, je vous dis pourquoi vous voyez la France s'impliquer. Aujourd'hui, le Premier ministre congolais est passé à la radio pour vous dire que la France s'implique et tout, parce que la France a intérêt à ce que l'économie congolaise marche. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème en Afrique centrale, c'est l'économie congolaise. On en reviendra. Mais pour dire que la France a intérêt, mais rien que le CFA. S'il y a des grands déficits, le CFA, le franc CFA, Afrique centrale sera en péril. Mais ça n'arrange pas la France. C'est pour ça que vous voyez, la France s'implique, hein, parce que c'est, pour revenir au principe du général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Donc, si vous voyez la France impliquée, c'est que... Sur les médias sociaux qui deviennent incontournables, où nous allons chercher nos informations sur les médias sociaux et faire la part des choses entre les bonnes informations et les mauvaises, et même la presse classique aussi vient puiser dans les médias sociaux. Donc, on ne peut pas faire l'impasse de ce qu'on voit sur les médias sociaux. Et en ce qui concerne le Congo, on voit des vadrouilleurs. On parle des vadrouilleurs à Paris. C'est-à-dire tout le gouvernement de M. Coliné Makosso, en colonne couvrée, ils sont là, on voit les photos même qui sont en train d'attendre quand on les appelle. Ils sont assis comme des petits enfants ou des petits écoliers sur un banc en attendant que certains officiels français les reçoivent. Et là, vous venez de dire également qu'en Afrique centrale ou en Afrique noire, en Afrique centrale, disons cette entité, le Congo est presque le mouton noir n'est-ce pas, de la reconfiguration de l'économie dans la sous-région. À quoi ça rime? Est-ce que la France est bien disposée quand même aussi à soutenir le Congo quand ils savent très bien qu'il y a eu beaucoup de gaspillage au Congo? Non, mais vous avez tout à l'heure fait allusion aux réseaux sociaux. Il y a vraiment quelque chose à fruiter sur les réseaux sociaux. Qu'un membre imminent du MEDEF a dit de façon claire que au Premier ministre et sa délégation, hein, que vous, le Congo, vous n'êtes pas un pays crédible. Parce que on sait que vous arrivez, vous étiez à un moment donné, vous avez l'outrecuidance même de cacher la dette. Donc, on ne vous fait plus confiance. C'est cela. D'ailleurs, à travers les mêmes réseaux sociaux, on vous dira que finalement, ils ont passé le clair de leur temps dans les courses et dans les grands magasins parisiens parce que les négociations n'ont pas du tout abouti. Voilà. Donc, le terme vadrouille, pour moi, il est approprié. Mais on a le temps quand même de dépenser. J'ai vu aussi qu'on a un ministre, il y a des collègues qui vont passer les tribunes là-dessus, un ministre qui aurait dépensé dans 2 magasins près de 48 000 euros de courses, alors qu'on vient pour régler les problèmes essentiels de la nation. On voit à peu près à qui nous avons affaire. Mais tout à fait, tout à fait. Maintenant aussi, il y a aussi l'investissement, M. Diamongwassi, et cet investissement, c'est quand même aussi savoir attirer les entreprises, attirer les entreprises. Et apparemment, les entreprises congolaises n'ont pas la force, évidemment, de remettre à flot l'économie du Congo. Et donc, on compte sur les entreprises étrangères. Mais les entreprises étrangères sont regardant un peu sur la pression fiscale. Et puis aussi certains magazines de la place qui ont pignon sur rue, comme Doing Business in Africa. Le Congo est très, 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 très bas, hein? C'est-à-dire dans le peloton de tête en ce qui concerne l'investissement. Et créer une entreprise au Congo semble être une gageure. Hein? Il n'y a pas de guichet unique et puis c'est tout problème. Vous avez évoqué un peu ça au départ. Tout à fait, tout à fait. Alors, avant d'arriver à ce point important, il y a un élément important quand même sur le FMI qu'on n'a pas épuisé, hein? Mais on n'a pas la prétention de tout épuiser, mais de dire que le Congo aura du mal à signer avec le FMI par rapport aux 48 mesures. Pourquoi? Parce que les 48 mesures imposées au Congo sont axées sur
la lutte contre la corruption et prône la bonne gouvernance. Or, mon cher Georges Goma, comme vous le savez, la corruption, c'est le carburant de ce régime. À ce point? Je reprends. La corruption, c'est le carburant de ce régime. Donc, ce régime ne peut pas fonctionner sans corruption. Il est basé, il fonctionne sur la corruption, ce qui fait qu'on reste pessimiste. Quels que soient les micmacs qu'ils feront, ils auront du mal à signer avec le FMI. Comme vous le savez, le Congo est le seul pays, tous les pays d'Afrique centrale ont signé avec le FMI, sauf le Congo. Pour 16 ans, sauf le Congo. Vous vous rendez compte? Voilà. Et donc, mais comment expliquer cette sorte de tolérance vis-à-vis du Congo? Parce que vous dites ce que vous dites là, M. Diamongouassi, et vous avez complètement raison, puisque ça s'écrit ailleurs également. Mais comment expliquer une sorte de tolérance, et c'est moi qui ajoute ça, quelque part coupable, des organismes au niveau international qui semblent caresser ce régime un peu dans le sens du poil. Les gens sont toujours dans les avions vers Brazzaville, vers Oyo, là, non? Oui, mais vous savez, comme disait l'ancienne PDG du FMI, elle disait à Sassou que le FMI ne gère pas de l'argent comme ça créé ex nihilo. C'est de l'argent des pays qu'on gère. Donc, il ne peut pas se permettre de balancer de l'argent aux personnes irresponsables, un régime irresponsable comme celui du Congo-Brazzaville. Voilà. Maintenant, quand à parler de ce que tu sembles désigner comme une espèce de laxisme, non, mais parce que le Congo, c'est un pays qui a des garanties, notamment au niveau du pétrole. Donc, on sait qu'on peut leur prêter de l'argent, mais à condition. Parce que le FMI, comme vous savez, depuis les programmes d'ajustement structurel, le FMI ne vient pas pour développer les pays. Quand ils vous prêtent l'argent, ils doivent garantir le remboursement de leur argent. C'est surtout ça. Normal. Là, aucun pays ne s'est développé avec les aides du FMI. Donc, eux, ils viennent, fonctionnent comme des capitalistes purs et durs. Ils viennent et ils vont vous imposer des mesures impopulaires pour garantir le remboursement de leur argent. C'est cela. Donc, au Congo, malheureusement, ils ont toujours dit au régime en place de combattre fermement la corruption. Donc, c'est équivalent à se faire harikiri, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et ce régime n'est pas prêt à cela. Pourquoi ça va toujours l'embêter? Monsieur Diamongouassi, revenons un peu sur la pression fiscale. Hein? Oui, cette pression fiscale en rapport avec l'investissement. Alors, malheureusement, notre pays enregistre d'innombrables records de médiocrité. Alors, la pression fiscale au Congo est de 30,7%, alors que la moyenne en Afrique centrale est de 17%. Autre élément important, donc le Doing Business de 2020, nous indique que en termes d'investissement, d'incitation à l'investissement ou l'attirance à l'investissement, le Congo, notre pays, occupe la 180e place sur 190, donc fait partie des 10 derniers du monde. Donc les investisseurs ne sont pas du tout attirés par ce pays. Pourquoi? Par exemple, pour créer une entreprise au Congo-Brazzaville, il faut 50 jours, presque 2 mois. Alors qu'en moyenne, en Afrique, même en RDC, au Cameroun, partout, c'est 7 jours, une semaine. Voilà, donc le Congo est une espèce de repoussoir. Je l'ai dit tantôt, un investisseur ne vient pas jeter l'argent par la fenêtre. Quand il vient, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité et qu'il garantisse un retour sur l'investissement. Ce n'est pas le cas. Déjà, ils vont être bloqués par les tracasseries administratives. Et en plus, rien que par rapport à la pression fiscale, c'est difficile de pouvoir rentabiliser son investissement. L'investissement, on le voit très bien pour le cas précis du Congo, hein, disons de la réalité concrète au Congo-Brazzaville. Dans le champ du commerce, par exemple, on voit quand même que
cette économie est presque à 90%, à moins que je me trompe, vous allez me le dire, est tenue par des étrangers. Et puis aussi les entreprises qui s'installent aussi, il y a beaucoup d'entreprises chinoises. Et puis les entreprises chinoises qui s'installent et qui semblent ne pas obéir, n'est-ce pas, à une réglementation stricto sensu en tant que telle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit désordre artistique un peu à ce niveau? Est-ce que les Congolais ne sont pas condamnés à ne jamais entreprendre au Congo-Brazzaville pour créer cette dynamique économique-là? Donc, tout ceci est le fruit d'une corruption généralisée. Je m'explique. Pourquoi on voit plus les Libanais, les West Af et autres investir au Congo? Parce que ces gens sont en règle générale sous la protection des oligarques du pouvoir. Donc, malheureusement, étant sous la protection de ces oligarques, ces gens-là ne paient pas les impôts. Un Congolais qui veut investir au Congo aura des soucis parce qu'ils savent qu'il viendra obéissant à un certain nombre de règles pour investir. Mais ceux-là, les oligarques, savent qu'ils ne vont rien gagner. Donc, ils veulent encourager les étrangers parce qu'ils savent que, bon, à travers la corruption, ils vont tirer leur épingle du jeu. Donc, le problème, c'est celui-là. Pourquoi les Congolais... Écoutez, moi, j'ai beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous êtes étranger, vous aurez du mal à investir en Afrique de l'Est. Les Ouest africains qui sont chez nous sont dans une espèce de paradis. Parce qu'ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne paient pas les impôts. Là. Mais ça ne se passe pas comme ça en Afrique de l'Ouest. Allez-y au Sénégal, allez même au Burkina Faso, vous verrez comment les choses se passent là-bas. Donc, le tout, c'est une volonté politique, l'absence de volonté politique. Vous avez déjà abordé la question du Fonds monétaire international, mais je suis un peu tenté quand même de vous poser cette question. Bon, on a vu, il y a certains fonctionnaires du Fonds monétaire international qui avaient comme clientèle le Congo-Brazzaville. Monsieur Moussa, je ne connais pas son prénom, hein, Monsieur Moussa, quelque chose comme ça, là, et qui est comme ça, là, est passé du chef de la mission du FMI au Congo à un propriétaire de puits au Congo-Brazzaville. Et ça a été relayé partout. Mais comment peut-on expliquer ce genre de choses-là? Mais parce que quand vous savez, ce système incarné par M. Sassou Nguesso, c'est la corruption. La corruption. Donc, au niveau du M. Moussa, qui est fonctionnaire, je crois, du Fonds monétaire international, avait comme rôle d'embellir le dossier du Congo au niveau du Fonds monétaire international. Et en contrepartie, il a eu ce qu'il a eu. Voilà. Vous saviez probablement que dans les années, quand le Congo a pu atteindre le point d'achèvement, on sait aussi qu'il y a un certain ancien patron du FMI qui a joué son rôle. Je ne peux pas donner son nom ici, tout le monde le connaît, qui était là à embellir. D'ailleurs, nous avons un Français qui vit ici en France, qui avait des affaires au Congo, qui avait tenté une action. Mais citez les noms, M. Diamongassi. Donnez-nous les noms, là. Donnez-nous les noms, là. Il n'y a pas à cacher ces noms-là s'ils ont été tout à fait. M. Bérébi avait des créances donc, au Congo, à récupérer au Congo, a tenté une action en justice parce qu'il s'était rendu compte que le dossier du Congo ne méritait pas de passer. Voilà, qu'on annule la dette du Congo, qu'on passe au pays pauvre, très, très endetté, alors que le Congo disposait de l'argent. Voilà. Donc, le système de M. Sassou, c'est la corruption à tous les niveaux. Partout où il va, c'est la corruption. Donc, on tente de corrompre. D'ailleurs, quelqu'un qui fréquentait bien l'ancien président Bongo, par qui M. Sassou a eu ses mauvaises habitudes, il paraît qu'il a toujours dit que chaque personne, toute personne a un prix. C'est ça la formule de M. C'est ça le fonctionnement de M. Sassou. Chaque personne a un prix, il suffit d'y mettre le prix. Donc, s'il faut corrompre tout le monde, il va corrompre tout le monde. Vous avez vu, nous qui vivons en France, on a vu même les médias ont été corrompus par ce système. Et dans l'affaire, on va terminer avec ça. C'est pas une révélation, ce sont des faits aussi. Hein.
l'ancien directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn aussi, hein, a des week-ends chauds à Brazzaville aussi. Hein, donc, il est bien inscrit, n'est-ce pas, au hôte de marque de l'oligarque de la place. Et puis aussi, il y a aussi cette affaire de Total, ça c'est dans la grande presse internationale, où on dit que Total aurait aidé le régime de Brazzaville à flouer le Fonds monétaire international. Donc, il y a quand même du brigandage dans ces relations, non? Ben oui, comme vous savez bien, Total, c'est un État dans un État. Donc, Total se distingue notamment par des opérations opaques. Et que vous avez vu ici en France, la plupart des anciens dirigeants de Total ont eu des problèmes avec la justice. Parce qu'ici, la justice, au moins, elle est indépendante. Donc, voilà, c'est un État dans un État. D'ailleurs, Loïc Lefauq-Préjean le disait lors d'une émission, qu'ils avaient le pouvoir d'un État. Vous avez vu comment il a mis les bâtons dans les roues au régime de Pascal Lissouba, alors qu'il faisait des choses avec M. Sassou. Mais quand Lissouba lui pose le problème, il dit non, on ne fait plus ces choses-là. Pourquoi? Simplement parce que en arrière-plan, il y avait M. Sassou et puis ses amis de la France-Afrique. Bon, très bien. Alors, on va s'acheminer vers la fin de notre émission. Bon, on a bien compris un peu cette... oui. Je ne sais pas comment qualifier cela, mais en fait, disons, c'est une dynamique quand même. Hein? Bon, la dynamique, elle est négative, mais la dynamique de l'économie congolaise, une dynamique négative. Alors, vous, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les voies quels sont les remèdes? Est-ce que le Congo pourra vraiment sortir d'une telle situation, M. Diamongwatsi? Alors, je vais être un peu radical. Oui. Le Congo ne pourra s'en sortir que si l'on coupait le nœud gordien. En termes clairs, il va falloir d'abord se débarrasser du système en place. On ne peut rien faire, comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui ont créé le problème. Je répète, on ne peut jamais résoudre un problème avec ceux qui ont créé le problème. Le problème congolais ne peut jamais être réglé par les oligarques qui sont au pouvoir. Voilà. Donc la première condition, condition principale, c'est celle-là. Et après, il va falloir mettre l'accent sur 3 axes de développement. Premier axe, les infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, je parle d'infrastructures routières, je parle de télécommunications, je parle du transport d'électricité, etc., etc. Deuxième problème, et à mon avis le plus important, l'investissement dans le capital humain. Rien que vous prendre un exemple, le budget au Sénégal est 2,5 fois supérieur à celui de la défense au Sénégal. Alors que notre pays a le budget de la défense le 3e budget le plus important de la défense, après celui de l'Algérie et celui de la Libye. Alors, pourquoi je parle? Oui. Oui, M. Diamongwatsi. Bon, oui. J'ai noté 3 choses là. Non, investir dans l'infrastructure. Les infrastructures, vous les avez détaillées. Oui. L'investissement dans le capital humain. Oui. Et le 3e point, vous venez de mentionner, c'est la gouvernance, la défense qui prend toute la grosse part. Non, pas du tout. Non, ça c'est dans l'allocation des ressources selon les budgets. Ah, d'accord. Le 3e point le plus important, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, d'accord. Bon, mais je vais quand même développer le plus important. Oui. L'investissement dans le capital humain. Vous savez que, comment peut-on comprendre que 61 ans après l'indépendance, qu'il n'y ait qu'une seule université au Congo-Brazzaville? Je vous donne l'exemple. Le Bénin, il y a 4 universités au Bénin, 9 universités au Cameroun, 15 universités privées publiques au Sénégal. Comment voulez-vous développer un pays si vous ne mettez pas le paquet sur la formation des hommes? Qui est-ce qui va prendre la relève? Je crois que c'est l'actuel ministre des Finances du Congo qui disait que c'est impossible qu'il y ait une relève parce que les jeunes ne sont pas du tout formés. Mais ça fait quand même 24 ans qu'ils sont revenus au pouvoir par les armes.
Ils peuvent former les gens pendant 24 ans et ils s'étonnent. Aujourd'hui, comme si ce n'était pas eux qui étaient au pouvoir de dire les Congolais ne sont pas formés. Attendez, on se pose quand même des questions. Donc, ce sont ces éléments, ces axes, ces 3 axes fondamentaux. Et le tout dernier, donc le troisième, c'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance va aussi avec les hommes. Donc, tant que ces mêmes hommes seront au pouvoir, ils nous ont fait la démonstration que ces gens-là n'ont aucune ambition pour ce pays. C'est plutôt l'ambition. Quand vous avez une ambition pour le pays, vous faites des choses incroyables pour votre pays. Voilà, on a vu ça ailleurs, dans les pays proches de nôtres, les pays francophones, les pays anglophones. Des gens qui ont fait des prouesses, qui arrivent au pouvoir, qui ont changé fondamentalement leur pays. Ce n'est pas le cas chez nous. Après 24 ans, disons 40 et quelques ans au pouvoir, on vient encore s'étonner pour dire les Congolais ne savent pas crier, et les Congolais sont des paresseux, etc., etc. Non, c'est l'État qui doit donner cette impulsion. Et ce n'est pas le cas. Bon, vous avez mentionné qu'il faut couper le nœud gordien. On a bien compris, mais c'est toute une... Vous appelez à la révolution, là. Mais est-ce que les gens tels qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas ça dans leur agenda? C'est-à-dire que est-ce qu'ils font quelque chose pour essayer d'aboutir un peu à une situation où vraiment les choses pourraient être revues en profondeur et aller dans le sens d'un progrès? Comment faire alors? Comment faire pour couper ce nœud gordien? Mon cher Georges, c'est question de logique. Si vous avez entendu l'interview de l'actuel Premier ministre, il a dit que M. Sassou a été réélu par le peuple. C'est le peuple qui veut le maintenir au pouvoir par son expérience. C'est le peuple qui fait ceci, c'est le peuple qui va décider quand est-ce qu'il faut sortir le général Jean-Marie Michel Moukoko au commissariat. Ça, c'est le peuple. Mais si vraiment ils tiennent tant aux préoccupations du peuple, moi, je pense qu'ils vont comprendre qu'ils ont totalement échoué, qu'ils ne peuvent rien faire pour ce pays-là. Donc, c'est à eux de comprendre. Malheureusement, on est à ce niveau-là. C'est un régime qui se pérennise par la peur, par la terreur. Mais je vous dis seulement une chose, les dictatures éternelles n'existent pas, mon cher Georges Goma. Alors, il y a peut-être le dernier point qu'on va aborder avec vous, Monsieur Jess Diamongwassi, pour cette émission. C'est sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. On verra dans quelle mesure on pourra revenir au cours des émissions prochaines, parce qu'il faut qu'on épuise quand même beaucoup de choses sur le plan de l'économie, hein, qui est le moteur de tout, de toutes les façons. Alors, vous avez parlé de la politique de contenu local. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent entendre par là? Bon, alors, avant d'aborder donc ce concept, je veux déjà parler de façon globale de la diversification de l'économie. Donc, quand on parle de diversification de l'économie, ça va de pair avec l'industrialisation, parce que l'industrialisation est vectrice du développement économique. Alors, diversification de l'économie, pourquoi? Parce que effectivement, des études ont montré que les pays qui ont pu, pauvres, sous-développés, qui ont pu se développer, qui ont pu tirer leur épingle du jeu, ce sont les pays qui ont axé leur développement sur la diversification. Mais une précision, cette diversification doit être axée sur les grappes sectorielles proches de leur avantage comparatif. Ça veut dire quoi? Il faut que chaque pays s'insère dans les valeurs ajoutées mondiales. Qu'est-ce que ça veut encore dire? Ça veut simplement dire qu'on doit comment dirais-je, se développer en tenant compte des richesses naturelles qu'on a chez nous et puis les transformer sur place pour alimenter le marché mondial. Je vais prendre l'exemple de la Malaisie. La Malaisie était un pays qui était au même niveau de développement que les pays africains il y a 60 ans, mais qui aujourd'hui devient une puissance économique parce qu'ils ont axé leur développement en tenant compte de leurs avantages comparatifs. Donc, c'est quoi? Eux, ils ont du caoutchouc, ils se sont spécialisés dans l'exportation des pneus et des préservatifs. C'est la Malaisie, pour alimenter le marché mondial. Alors, le deuxième, donc, le concept
dont vous parlez tout à l'heure, le concept de politique de contenu local. C'est un concept, en fait, qui est développé et qui est en vogue, hein, notamment dans les pays anglophones d'Afrique, comme le Ghana. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit imposer aux entreprises étrangères d'intégrer les entreprises locales et la main-d'œuvre locale dans leur chaîne de production. Ça veut dire quoi? Qu'une entreprise étrangère qui vient investir au Congo doit non seulement utiliser les matières premières locales, la main-d'œuvre locale, et puis voilà, ça c'est l'État qui doit l'imposer. Un exemple qui marche bien au Cameroun, la Guinness du Cameroun est fabriquée et produite avec le sorgho du Cameroun. Okay. Même si une Guinness est une marque internationale qui vient peut-être de l'Irlande, mais la Guinness camerounaise, c'est une Guinness totalement camerounaise. Et au Congo, on trouverait quoi au Congo? Mais chez nous, nous avons des bières, nous avons des tas de choses qu'on peut, même d'ailleurs au niveau de la chaîne de production de Total. Pourquoi voulez-vous qu'on aille installer une barge à, je ne sais pas, 30 km ou combien de kilomètres au large de Pont-Noir, alors que ces agents pouvaient bien se ravitailler sur le marché local de Pont-Noir? Après la barge de Pont-Noir qui est à, je ne sais pas, 30 ou 20 ou 30 km de Pont-Noir, tout se passe là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune répercussion sur le marché local. Qu'il y ait une guerre au Congo-Brazzaville, Total continue à fonctionner. Alors qu'on devait impliquer le marché local. C'est-à-dire que les produits de consommation, etc., l'État peut l'imposer. Est-ce que vous voulez dire que finalement, comme en prenant un exemple, en collant ce que vous dites là à la réalité, que la barge de Nkossa aurait pu être fabriquée à Chakona, dans les entreprises de Chakona, si ça existait, bien évidemment. Tout à fait. C'est cela? Ben oui, tout à fait. Et ceux qui sont au Congo vous diront que maintenant, les entreprises chinoises qui s'installent au Congo, même les caissières sont des Chinoises. Vous avez des caissières chinoises. Je crois, l'usine de Sidolou, vous avez des Chinois comme ouvriers, alors que c'est une main-d'œuvre qu'on pouvait recruter sur place. Et ça, c'est l'État qui doit l'imposer. La réalité du Congo-Brazzaville est telle que vous la décrivez très difficile. Bon, vous parlez de couper le nœud gordien. Au Congo, il y a des opérateurs économiques, qu'on le veuille ou non. Il y a des experts qui sont des Congolais. Il y a le ministère de l'économie. Donc, il y a tout un monde qui est au Congo-Brazzaville, même s'il y a des dirigeants aussi qui sont au Congo-Brazzaville. Oui. Le Congo, depuis 1997, aussi a fait l'expérience d'une grande diaspora en exil, si vous voulez. Est-ce que vous pensez qu'il peut arriver que ces gens-là se retrouvent, des gens de la diaspora, et ceux qui sont en ce moment au Congo-Brazzaville pour essayer de réimaginer un peu un beau Congo? Parce que c'est ça aussi, vous n'allez pas dire que ceux qui sont à l'extérieur, on va jeter tous ceux qui sont à l'intérieur, tous corrompus. C'est pas possible. Non, la politique du régime en place, c'est de ne jamais composer avec sa diaspora. Alors qu'on sait bien que dans d'autres pays, les pays ouest africains comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la diaspora compte et contribue énormément dans le développement de leur économie. Mais la politique du gouvernement, du système en place, c'est d'exclure la diaspora pour des raisons, je dis simplement subjectives. Peut-être que s'il y a par exemple un vote, le vote, d'après leur sondage, le vote serait contre le pouvoir en place. Et quand vous parlez d'une diaspora qui serait travailler en connivence avec ceux qui sont au pays, mais ça dépend de qui. Parce que n'oubliez pas qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu dans ce régime, qui sont au pays, qui ne voudraient pas que ce système-là disparaisse, ces gens-là. Ils sont nombreux. Peut-être que la majorité silencieuse pense le contraire et vu le caractère du régime, ne peuvent rien dire malgré eux. Le problème est à ce niveau, mon cher Georges. Vous croyez que les Congolais dans cette situation pouvaient réélire quelqu'un à 84 ou 87%? Quelqu'un qui est à l'origine de leur malheur? Quelqu'un qui amène droit le pays dans le chaos? Voilà.
Mais les Congolais ne sont pas du tout d'accord avec ce régime. Mais ils vont s'exprimer où? Où est-ce qu'ils vont créer comment dirais-je, développer leur marge de manœuvre? C'est cela. Un régime qui se maintient par la terreur. Et finalement, ils se disent que les Congolais ont peur, donc nous, on sera là ad vitam aeternam. C'est ça le problème du Congo. Comme je vous ai dit tantôt, aucune dictature n'est éternelle. Il y a un moment ou un autre, le peuple saura exhumer l'espèce de chaleur que tout peuple doit avoir. Et pour arriver à se débarrasser de ce système. Sans Très cela, bien. comme je le disais tantôt, sans cela, le Congo n'avancera jamais. Les Congolais vont continuer à pleurer pendant que les oligarques vont continuer à s'enrichir. Très bien. Alors, je vous donne une petite page blanche d'une petite minute, monsieur Jess Diamongwatsi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez apporté à la connaissance de nos auditeurs, de nos internautes avant qu'on ne pense sur quel thème on reviendra la prochaine fois? D'accord. Alors, moi, je pense surtout à quelque chose de très important, ce que les autres pays réussissent, d'autres pays pétroliers, notamment l'Arabie Saoudite ou l'Angola. Vous êtes certainement au courant que l'Arabie Saoudite a réussi à rapatrier 94 milliards d'argent qui étaient planqués ailleurs. Vous êtes également au courant que l'Angola est dans ce processus de rapatriement de l'argent que les oligarques angolais ont placé à l'étranger. Malheureusement, pourquoi nous, on ne réussit pas cette opération? Simplement parce que les oligarques du pouvoir ne voudront jamais que cet argent soit rapatrié parce que pour eux, c'est leur argent. Alors, c'est l'argent du Congo. Donc, on revient sur le point de départ. Je vous parlais de couper le nœud gordien. Tant que ces gens-là seront là, ça ne serait pas possible. Regardez ce qui s'est passé en Angola. C'est quand le président angolais est parti qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de possibilités, notamment de rapatrier l'argent, notamment de vouer aux gémonies sa fille qui était devenue la femme la plus riche d'Afrique. Et il y a quelque chose d'important, je vais finir par là, de dire que même si ce système partait, le Congo ne pourra s'en sortir qu'en s'appuyant sur des institutions fortes. Il n'y a qu'à travers les institutions fortes qu'on peut combattre la corruption. On le voit ailleurs. Les gens qui commettent des délits sont condamnés. Ce n'est pas le cas au Congo. Tout le monde sait qui a détourné 5, je crois, ils sont 4 qui ont détourné plus de 5 000 milliards de francs CFA. Mais il y en a qui sont reconduits dans ce régime, dans ce gouvernement de M. Sassou Nguesso. Donc le problème du Congo, je l'ai dit tout à l'heure, reste l'impunité instaurée comme l'élément saillant du programme du gouvernement de M. Sassou Nguesso. Merci beaucoup, M. Jess Diamongwatsi, de ce brillant exposé. J'espère que nos auditeurs vous ont bien suivi et ont saisi la portée de ce que vous avez dit, à savoir c'est un régime complètement disqualifié et irresponsable sur le plan de l'économie, et qu'un des points saillants dans votre propos, c'est de couper le nœud gordien. C'est bien cela? Et qu'il est tout à fait possible de mettre en place un dispositif, un programme de politique à contenu local qui permettrait, n'est-ce pas, de redynamiser en réalité le tissu économique du Congo et de créer de la richesse au Congo-Brazzaville pour que ça soit au bénéfice du Congo-Brazzaville, tout en sachant négocier les rapports avec les investisseurs étrangers. Est-ce que quand j'ai dit cela, je suis fidèle à votre propos? Mais tout à fait. Dans la négociation, il y a un élément important. Vous qui êtes dans les pays anglophones, vous devez connaître cet élément important qu'on appelle le bargaining power. C'est cela le pouvoir de négociation. Mais ça se crée dans les rapports de force que vous créez avec les autres partenaires. C'est cela. Absolument. Quand ce n'était pas une sinécure, quand M. Lissouba a fait passer la part de production du Congo de 17 à 33%, il fallait un peu de logomachie. Voilà. Donc, c'est cela. On a besoin un peu d'adversité, mais le tout, c'est d'abord le patriotisme.
Voilà. Il faut que les Congolais soient patriotiques, qu'ils aiment véritablement leur pays. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et la crédibilité aussi hein, dans les rapports avec l'étranger. C'est-à-dire que finalement, quand vous montrez d'emblée que vous êtes crédible et que vous êtes résolu à relever la situation en recalibrant votre propre comportement par rapport à la chose publique, les gens à l'extérieur peuvent le saisir assez facilement et vous faire confiance. Et quand on vous fait confiance, c'est la loi de l'économie, eh bien, beaucoup de choses sont possibles. Alors, on va, une fois de plus, merci beaucoup et surtout merci à nos auditeurs qui ont pris l'habitude, qui nous font le plaisir de nous écouter et nous sommes là, évidemment, dans la perspective et la prospective. Le Congo, la renaissance, c'est-à-dire que c'est un concept que tout le monde, désormais, devait faire sien parce que à partir du moment où toute la population congolaise, sans exception, trouve cet état de délabrement, avec un pays qui a reçu beaucoup d'argent et qui n'arrive à ne rien faire, ça ne sert pas de continuer à perdre du temps aux gens. Il est temps que les Congolais se reprennent, n'est-ce pas, en main. Alors, donc, merci une fois de plus et nous sommes au plaisir de vous retrouver dans une semaine autour de cette émission. Et merci encore, Monsieur Jess Diamongwassi. C'est très gentil d'avoir été notre invité. Je remercie vous-même et votre rédaction qu'on ait abordé tous ces aspects importants de l'économie congolaise. Très bien. On y reviendra de toute façon sur d'autres terrains.